Bienvenue avec la voix de Louis. Nous sommes le samedi 15 février, il est 22h59 et je vais passer avec vous une heure épidermique à vous parler de ce que j'ai vu cette semaine qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Ne riez pas, c'est encore possible tant que nous avons au pouvoir les gens que vous connaissez. Cette semaine, la grande actualité était autour du vice-président américain Vance qui est venu rendre visite d'une part au président français à l'Élysée et d'autre part à l'Europe, à Munich. Il faut bien se mettre en tête que nous vivons un moment extrêmement compliqué parce que c'est un moment de bascule. L'élection de Donald Trump qui a fait s'émouvoir tout le monde médiatique de gauche et tout le monde politique progressiste est en train de bousculer toutes les bornes qui ont été posées depuis 1968 et la création ensuite de l'Europe et l'avancée de l'Europe qui devait nous permettre de vivre en paix et de vivre en prospérité et qui en 2025 nous fait constater que non seulement ça n'est pas le cas, mais c'est très exactement le contraire. Ils ont réussi grâce à Merkel et à monsieur Flamby, monsieur Hollande, ils ont réussi à réveiller l'ours russe dont ils ne se souvenaient pas ou dont ils n'avaient pas appris les caractéristiques intemporelles qui ont valu à Napoléon et à Hitler des déculottés qui pourtant sont bien dans tous les livres d'histoire et que ces gens-là, de ces générations, comme de la mienne, ont bien appris à l'école. Enfin, s'ils suivaient correctement leur cours d'histoire et s'ils avaient la mémoire de tout ça. Monsieur Vance est donc arrivé à l'Élysée accompagné d'un long cortège dont je vais essayer de vous passer la vidéo en incrustation, un cortège qui est impressionnant d'une vingtaine ou d'une trentaine de voitures, de motos, de camions de sécurité en tout genre, bref. Le président américain est le deuxième personnage le plus important de la planète, du moins en ce jour et en ce lieu. D'autres le sont tout autant et peut-être plus, là-bas à l'Est, là-bas en Orient. Et Macron devait recevoir le vice-président pour traiter avec lui de la situation qu'il a décrite déjà à Munich. À savoir que le coup de pied dans la fourmilière balancé par un Elon Musk et sa compagnie sont en train de bousculer tous les repères, sont en train de bousculer tous les repères financiers, tous les repères économiques, tous les repères politiques, tous les repères sociétaux. Macron l'avait dit, nous sommes en guerre, mais ça n'est pas celle qu'il avait prévue. Il en voulait une, il en voulait deux. C'était pas exactement celle qu'il voulait. Et il n'était pas préparé. La guerre du Covid n'a été résolue que par le hasard biologique qu'il ne voulait pas reconnaître.
qui était celui de la défection progressive du virus, qui n'a pas eu besoin du vaccin pour s'évanouir, hein, heureusement pour nous. Et s'ils avaient écouté le professeur Raoult et tous les scientifiques qui en parlaient en connaissance de cause, il est vraisemblable que l'économie n'en serait pas où nous en sommes aujourd'hui, avec ce confinement qui finalement n'a été géré que par défaut, vu que à l'origine, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on sait aujourd'hui que la décision du confinement s'est faite par un espèce de roulé-boulé entre le ministre de la Santé du Royaume-Uni et celui de la France et ensuite de l'Allemagne, et tous ont voulu suivre ce que l'autre faisait sans vraiment savoir si ça avait un sens scientifique. La seule chose étant à respecter, étant de ne pas être en retard sur le timing d'une solution comme ça à l'emporte-pièce. Voilà, un virus terrible déferle. Rien n'est fait pour atténuer la chose, parce que très vite ils se sont aperçus que ils pouvaient se servir de ce virus, qu'ils l'attendaient depuis un moment, à des desseins politiques que nous ne soupçonnions pas. Il ne s'agissait pas de notre santé, il s'agissait de leur carrière, de leur situation, de leur position internationale, les uns par rapport aux autres, chacun ne voulant pas se dédouaner d'avoir pris une solution inférieure à celle que l'autre avait prise. Et voilà, et nous en sommes arrivés au confinement. Nous sommes en guerre, nous étions en guerre, mais nous verrons tout à l'heure contre qui et quoi nous étions en guerre. Et puis le Covid a passé dans la douleur, dans la difficulté. Je serais curieux de savoir comment vous, là, qui êtes de l'autre côté, l'avez vécu, le Covid. Étiez-vous de ceux qui se sont fait vacciner par conviction, ou de ceux qui se sont fait vacciner parce qu'ils n'avaient pas le choix pour leur boulot, je parle pas de ceux qui croyaient se guérir de cette vaccination, avec cette vaccination, se guérir de ce virus. Ils sont bien peu à y avoir échappé grâce à ce virus. Et ils sont pas nombreux à être décédés du virus. Par contre, ils sont quelques-uns à être décédés avec le virus. Et tous, en très grande majorité, donc des personnes âgées qui avaient des pathologies et pour qui éventuellement le virus, chez certains, a permis de survivre quelque temps. La réalité est celle-là. La guerre contre ce virus, c'était surtout une guerre contre l'ignorance. Mais on peut pas en vouloir de l'ignorance. L'ignorance de ces problèmes biologiques n'est imputable à personne, sauf que des scientifiques avaient, eux, émis des doutes et émis des certitudes qu'il ne fallait pas confiner, et émis des doutes sur le vaccin. Mais ils n'ont pas voulu les écouter parce qu'il y avait d'autres enjeux, des enjeux financiers. Le vaccin, il n'était pas gratuit. Le vaccin, il a fallu l'acheter aux Américains. Il a fallu l'acheter aux laboratoires américains qui ont fait des milliards de
chiffre d'affaires et des milliards de bénéfices. Vous pensez à ce que c'est la fabrication d'un vaccin. C'est un peu comme la bière. Vous savez ce qu'on dit des brasseurs dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Les brasseurs sont des marchands de flotte. La bière, c'est de l'eau avec quelques petits machins qui flottent dedans, mais c'est de l'eau. À une certaine échelle, les vaccins, c'est un petit peu la même chose au niveau de la fabrication. Alors, il s'entend que quand ce sont des vaccins longuement élaborés pendant des années, ce sont des investissements importants, c'est financièrement quelque chose de lourd. Mais là, comme par hasard, ils avaient en quelques mois, quelques semaines, ils avaient élaboré un vaccin, enfin un composé biologique, biologico-chimique, chimico-biologique, qui était censé vacciner. Or la définition technique du vaccin n'est pas celle-là. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Il s'agissait d'un traitement ARN, bref. Le problème n'est pas de rentrer dans le débat du Covid. Il fallait pas. On y est passé. Moi, je vous parle de la guerre, de la première guerre, cette guerre bactériologique, dont on commence aujourd'hui à connaître finalement l'origine. Là, j'ai vu ces jours-ci que le laboratoire de Wuhan est clairement le point de départ de cette épidémie. Le malheureux pangolin, pauvre petite bête, hein, le malheureux pangolin n'y était pour rien. Et en plus, il paraît que les images venant de Chine étaient volontairement concentrées, condensées, et que l'affolement a quand même été surjoué. Bon, ça c'est de l'ordre de l'analyse à long terme, et il faudra encore pas mal de temps avant que l'on découvre qui a organisé tout ça à partir du moment où le virus s'est répandu. Est-ce que les Chinois, quelque part, ne se sont pas dit c'est peut-être la carte à jouer pour que l'empire du milieu devienne l'empire total? Les opportunistes, ils sont tous opportunistes. Macron, Merkel, Johnson, les uns, les autres, les laboratoires, ils ont tous profité de la manne avec à la tête de l'Europe, en plus, une von der Leyen qui a passé des milliards de commandes, qui est le plus gros contrat jamais passé de tous les temps par une entité politique, et contrat qui aurait été finalisé par des SMS dont on ne connaît actuellement toujours pas le contenu. On le saura. Eh bien, la deuxième guerre, elle, c'est celle qu'ils ont voulu mener contre la Russie. Mais pas dans les dates qui sont officiellement retenues par les médias. C'est la guerre qu'ils ont organisée depuis 2014 et avant, grâce à l'USAID, cet organisme américain qui, depuis 1961, après sa création par John Fitzgerald Kennedy, était voué à la bienveillance extérieure envers des populations dans le besoin, et qui, petit à petit, est devenu un moyen de pression diplomatique des États-Unis pour influer sur la politique des pays. D'où la création, d'où la mise en place des révolutions de couleur, à droite et à gauche, avec des financements abondés par un certain Soros, dont on se demande bien quelle est
sa finalité? Quelles sont ses intentions? Bref, Monsieur Vance est arrivé au palais de l'Élysée. Que se sont-ils dit? Que se sont-ils dit? Eh bien, ils se sont dit que il n'y avait pas le choix. Nous étions dans une période de bascule majeure depuis, on va dire en France, depuis 68 et la gauchisation de la politique française et faisant tache d'huile des politiques européennes qui se sont petit à petit incrémentées de la doctrine de gauche qui leur allait bien puisqu'elle est généreuse, mais elle est généreuse comme quand on est riche. Et quand on est riche et qu'on est trop généreux, à un moment donné, on commence à s'appauvrir. Bon, en France, c'est allé relativement vite. 2 ans plus tard, après l'avènement de Mitterrand, pouf, les caisses étaient vides. Et ouais. Et oui. Et pourtant, il n'y avait pas le maire encore à l'époque. 68, je ne sais pas s'il était né même. 81, oui, il devait être né, il devait être à l'école. Il devait être à l'école, il s'est dit « Ah là, c'est bon, moi je veux faire de la finance, t'as vu tu balances du pognon partout, et puis bah écoute, si les caisses sont vides, on change les pions, on recommence, et puis on fait des emprunts, on fait des dettes. De toute façon, c'est les Français qui sont riches. Les Français qui sont riches, comme disent les Américains, chaque fois vous avez un discours avec eux, c'est « Oh, vous êtes riches, les Français !» Oui, on est riche de quoi? On est riche de pierre, on est riche de vignobles, on est riche de fromage, et on est riche de dettes aujourd'hui. On est riche de dettes et on est riche d'un bilan qui est abominable. Et là, bientôt, la guerre finale, la vraie, va arriver. Là, nous allons vraiment être en guerre. Nous allons être en guerre contre nos banques. Nous allons être en guerre contre nos politiques. Nous allons être en guerre contre nos administrations. Nous allons être en guerre contre nos supermarchés qui peut-être seront pris à partie par des gens qui n'ont plus pu retirer d'argent à leur banque pour pouvoir faire leurs courses parce que leur patron n'a pas pu les payer. Et s'ils sont fonctionnaires, leur patron c'est l'État, ils n'ont pas reçu d'argent. Et comme ces gens-là, ils n'ont pas pris soin d'avoir chez eux un petit peu d'espèces pour vivre quelques semaines en période difficile, eh bien, ils vont peut-être aller frapper chez les commerçants. Bon, c'est une vision apocalyptique, c'est pas parce que j'ai mis une chemise forestière que je suis un fervent survivaliste, quoique. Si je vous ai dit tout ça, c'est pour vous expliquer une petite chose pendant le confinement du Covid, où l'on pouvait quand même, avec un papier que l'on se faisait à soi-même, qui est d'un ridicule total d'ailleurs, j'en ai retrouvé un il n'y a pas très longtemps, je pense que ça va devenir des pièces de collection. Gardez-les précieusement, tous ces documents auto-générés, qui ont peut-être été vérifiés d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez eu des vérifications. Moi, j'en ai pas eu. Moi, je me suis fait coincer une fois alors que j'étais allé me promener. Bon, c'était juste à côté de chez moi. Il y avait un beau lac. J'y étais allé par les chemins de traverse. Et puis, arrivé sur place, il était vide. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Il
il y a personne. Et puis je vois arriver au loin une voiture de gendarmerie qui s'approche de moi et qui me dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis je me promène, j'habite pas très loin là-bas derrière, à côté de chez le chanteur aveugle. Et donc je me promène. Et ils me disent « Mais c'est interdit, vous avez pas vu le panneau ?» Je dis « Non, je suis désolé, moi je suis arrivé par là, il n'y a aucun panneau. Mais vous savez pas que les parcs et jardins sont interdits ?» Je lui dis moi je croyais que c'était dans les grandes villes. Je pensais pas que chez nous, dans un village de 800 habitants, les parcs et jardins étaient interdits. Il y a personne à 3 km à la ronde, il y a juste quelques semi-remorques qui passent sur la route. Voilà, le virus, c'est quand même pas un dragon qui crache du feu, quoi. Et donc il me dit retournez chez vous. Donc il me laisse partir en sens inverse. Et sur le chemin de retour, ils avaient fait une grande boucle pour voir si j'avais pris la route vers chez moi et que je rentrais bien dans la direction. Bon, ils m'ont croisé, ils ont rien dit, ils ont vu que je rentrais. Bon, j'ai commencé à comprendre le problème. Bref, et donc pendant cette période, comme tout le monde, j'ai fait des provisions. Alors je l'ai fait très vite parce que je suis tombé très rapidement malade, en fait, le jour où il y avait ce fameux match de football à Lyon dont je ne me souviens plus des protagonistes. Je crois qu'il y avait des Italiens. Moi, j'étais à Lyon pour faire un stage de formation professionnelle, alors que je venais juste de racheter un commerce. Voilà, ça faisait 1 mois que j'avais signé chez le notaire pour l'achat de ce commerce. Et ce commerce, c'était un restaurant. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le timing. Bon, c'est une autre histoire. J'en ferai une vidéo complète parce que, croyez-moi, ce que j'ai vécu en tant que restaurateur n'est pas banal. Et ça m'a fait réfléchir très lourdement par la suite, et notamment dans les choix que j'allais faire de ma fin de vie professionnelle, qui n'est pas encore aboutie, je ne suis pas à la retraite. Et donc, j'allais comme tout le monde, 1 fois par semaine, faire des courses à une quinzaine de kilomètres dans un petit supermarché où tout le monde portait le masque. Et moi, le masque, très vite, j'ai eu l'idée d'acheter du tissu et d'acheter une machine à coudre. Je me suis dit, oh là 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 là, il n'y a pas de masque de disponible, ni à droite ni à gauche, ils sont en train de raconter des histoires. L'autre qui montrait à la télévision qu'elle savait pas mettre un masque, hein. Oui, on peut pas tout savoir quand on est ministre, ministre et fille de bonne famille, on peut pas tout savoir mettre un masque, vous vous rendez compte, c'est une technique. Il y a des gens qui passent 7 ans de médecine pour apprendre à mettre un masque. Bon, j'étais quand même pas dupe, hein. J'ai vu que là, il y avait anguille sous roche, hein, tout ce qui s'accumulait là. Donc j'étais allé très vite dans la grande ville voisine acheter une machine à coudre et du tissu. Voilà. Et donc j'ai fabriqué une vingtaine de masques avec des élastiques, beaux comme tout. Je les ai gardés d'ailleurs. Un de ces 4, je les sortirai. Je ferai une émission avec le masque. Et en parallèle, j'étais allé faire des provisions. Et oui, j'étais allé acheter ce que je mange beaucoup de toute façon, des pâtes. J'étais allé acheter des pâtes, et pour faire bref, j'étais allé acheter des pâtes et du papier hygiénique. Et donc, chaque fois que j'allais là-bas, je prenais un stock de papier hygiénique et de papier sopalin. Et donc, ce stock-là,
je l'ai réservé dans un coin, et petit à petit, je l'ai éclusé, et pendant des années jusqu'à ce jour, j'ai pas eu à refaire, bon, le stock de Patsy quand même, hein, j'ai pas eu à refaire de stock de papier hygiénique. J'ai encore un stock de papier hygiénique que j'utilise au prix de l'époque. Alors vous voyez ce que peut être un investissement opportuniste du papier hygiénique. Alors si j'ai un conseil à vous donner, de toute façon, vous ne prenez aucun risque, et je pense pas qu'il soit nécessaire que j'ai une autorisation du système de surveillance de bourse pour vous dire, investissez dans du papier hygiénique, de toute façon, vous l'utiliserez. Et ce sera, dans le temps, un excellent placement, vu que le prix a plus que doublé depuis. Alors bon, tout ceci est de l'ironie, mais c'est une réalité. Et chaque fois que je vais dans mon garage chercher 2 ou 3 rouleaux de papier hygiénique pour venir les stocker dans mes toilettes, je vous avoue que j'ai une grande rigolade. Et en contrepartie, une réflexion profonde sur ce que peut être un investissement long terme. Vous voyez, comme quoi certaines choses du quotidien peuvent représenter des investissements insoupçonnables et très fondés, voire sur plusieurs dizaines d'années, être extrêmement lucratifs. Et l'idée m'est venue plusieurs fois d'acheter un grand local. Alors moi j'ai un garage, mais il est plein comme un œuf, hein, et d'acheter un grand local, et puis de placer une partie de mes économies dans ces biens de consommation quotidienne indispensables pour manger, pour s'habiller, pour se laver, enfin bref, tout ce qu'il faut pour vivre au quotidien, avec donc des éléments qui en plus ne vieillissent pas, des éléments qui restent pérennes, des matières qui restent pérennes. Et le stockage, par contre, lui, nécessite d'avoir un espace qui le permet. Et ça m'amuse parfois de me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais prendre dans ce bâtiment pour stocker dans ce bâtiment. Et en parallèle de me dire, il y a une profession qui, elle, a de l'avenir, c'est la profession de discounter, de ces entrepôts qui rachètent aux grands magasins les invendus pour des raisons X ou Y. Ça, je vous avoue que c'est le dernier grand regret de ma vie professionnelle, de n'avoir pas pu me lancer là-dedans parce que je suis seul, je connais absolument personne, je connais pas le milieu des grandes surfaces, et tous ceux qui se sont lancés là-dedans sont des anciens alors gestionnaires ou de grandes surfaces ou des commerciaux qui étaient en contact avec les différents fournisseurs, etc., qui connaissent toutes les ficelles, qui ont le carnet d'adresses. Ça, c'est un sacré boulot, et puis c'est pas prêt de s'épuiser. Non seulement c'est pas prêt de s'épuiser, mais je pense que ça va petit à petit supplanter certains réseaux d'approvisionnement. Alors là, dans les environs, il n'y en a pas. Mais bon, ça nécessite des investissements quand même assez conséquents que je suis plus en mesure de faire en regard de mon âge et puis de mes économies consacrées à mon travail. Mais pensez-y, si la place n'est pas prise, précipitez-vous, vous ne risquez rien. C'est un des rares business où, même en temps difficile, vous pourrez gagner de l'argent, et plus les temps seront difficiles, plus vous gagnerez de l'argent. Ça fait absolument aucun doute. Pourquoi ? Parce que plus les marchandises seront difficiles d'accès, plus les gens qui les cherchent seront prêts à se déplacer dans des endroits où elles ont été stockées.
Voilà. Et après, ben, écoutez, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ce sera à vous de faire un prix raisonnable pour que la marchandise s'écoule facilement avec beaucoup de bénéfices. Et les coefficients doivent être extrêmement enthousiasmants, à mon avis. Bref. Nous sommes donc dans une phase, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes donc dans une phase de transition, de bascule de notre société occidentale, qui est tout simplement due à l'incompétence, qui est tout simplement due à la cupidité, qui est due à l'instinct grégaire des politiques, qui est due à cette habitude de confort qui a été mise en place avec le temps, en réduisant petit à petit les temps de travail et en augmentant le nombre de personnes qui sont payées par le denier public et qui deviennent tellement nombreux et tellement coûteux qui sont une grande partie de la faillite de notre pays. Alors, entendons-nous, il ne s'agit pas de fustiger le fonctionnaire pour ce qu'il est. Toutes les sociétés, depuis toujours, ont des gens chargés de l'administration de cette société. Je crois que sous Louis XIV, de mémoire pour l'avoir lu, il y avait en France 400 fonctionnaires pour, je crois, 25 millions de Français, si je dis pas d'ânerie. Bon, pour donner une échelle de valeur qui, de toute façon, est tellement énorme, un différentiel tellement énorme avec ce qu'on connaît. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, avec 65 millions de Français, il y a 15% de fonctionnaires. 15% de fonctionnaires parmi les actifs. C'est considérable. C'est considérable, ça fait quasiment 10 millions de fonctionnaires. Alors, fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires des administrations centrales. Alors, tous ne sont pas à mettre dans le même sac, et encore une fois, il n'est pas question de les fustiger. Chacun pris indépendamment travaille de bonne foi. Quelqu'un qui rentre dans l'administration et quelqu'un qui, à un moment donné, a soit de la vista, soit un coup de chance qu'il ne mesure pas et qu'ensuite il assume en disant que de toute façon, il faut bien faire des statistiques, comme me disait une dame lors de après le confinement, quand j'ai rouvert mon restaurant, une infirmière qui me disait ah bah oui, mais dans les hôpitaux de toute façon il y a beaucoup de personnel autour des infirmières parce que il faut bien faire des statistiques. Voilà, donc elle avait bonne conscience. C'était pas elle n'était pas gestionnaire dans un hôpital pour nuire. Elle était là parce que elle avait trouvé une place, qu'on lui file du pognon pour bosser, pour taper des chiffres dans un ordinateur, voir passer de loin des malades. Elle travaille dans un hôpital, mais elle a fait absolument aucune étude, aucune ni scientifique ni parascientifique. C'est juste une grouillotte. Bon, le terme n'est pas méprisant. Un grouillot, une grouillotte, c'est un vieux terme français. Et donc, donc cette dame, elle a des enfants, elle a une famille, et puis tous les mois, elle ramène son salaire à la maison, et elle fait vivre cette famille. Ils ont acheté une maison, ils ont acheté une voiture, etc., etc.
Le problème n'est pas là. Le problème est de la facilitation que les décisionnaires ont construit avec le temps d'emmagasiner ce type de personnel par facilité. Par facilité pour accomplir un acte dont en retour ils seront remerciés à terme par un bulletin de vote. Par un bulletin de vote ou par une promotion au sein de leur administration. Alors ça, c'est ce qui se produit dans les hautes sphères. Quand dans une petite administration, enfin une administration locale, décentralisée, il y a une prise de décision d'embauche, la dilution de cette décision est telle que le seul qui soit qui puisse être vraiment considéré comme impliqué est quand même relativement haut. Les budgets, les décisions, les commissions, les syndicats, tout ça est un espèce d'embrouillamini qui crée une dynamique qui petit à petit gonfle, et à chaque strate, un niveau de décision est opérant et est bénéficiaire de tout ce qui se passe dans son environnement. C'est ce qu'on appelle un petit peu la corruption passive. Et ce système de décentralisation qui est revendiqué par tous les politiques depuis que moi je suis en mesure d'entendre des informations à la télévision. J'ai toujours entendu ce terme de décentralisation. Il faut décentraliser. Ben oui, chaque fois que tu décentralises, chaque fois que tu rajoutes une strate, tu crées une couche décisionnaire qui est un appel à deniers, qui est un appel à impôts, qui est un appel à taxes pour pouvoir faire vivre une communauté. Alors, communauté utile, et puis finalement, de moins en moins utile. Il ne s'agit plus de maintenir l'ordre, il ne s'agit plus de l'armée, il ne s'agit plus de collecter l'impôt. Il s'agit d'opérations de gestion confuses qui gèrent une région. Bah, on a inventé des régions, on avait les départements depuis Napoléon, et puis ça suffisait pas parce que les départements, en plus, ils avaient leur pognon qui arrivait directement de l'État, et ils n'avaient pas le droit il n'y avait pas de prélèvement. Puis ça s'est fait petit à petit. Après, c'est les départements qui ont commencé à prélever ceci, prélever cela. Et puis après, ils se sont dit, moi, il y en a vouloir être le chef, hein. Moi, il y en a vouloir être le chef de la région, là. Moi, être auvergnat, moi, être Côte d'Azur. Moi, vouloir la région, là. Moi, être grand chef. Et puis, vouloir pognon. Vouloir pognon, moi, grand gestionnaire. Alors, monsieur le ministre, envoyez-moi du pognon pour que je puisse le redistribuer. Parce que si c'est moi qui le distribue, les gens pourront ramper devant moi, ils pourront mettre leur bulletin de vote quand je devrais être réélu. Bah oui, c'est de la démocratie, hein. Donc c'est celui qui donne le pognon qui est élu. C'est ça la démocratie finalement. Oui, il y en a qui comprennent pas le truc là. La démocratie, c'est en fait aujourd'hui une bonne façon avec la démocratie décentralisée d'avoir une manne financière considérable.
puis de toute façon, cette manne financière, elle est inépuisable. Les Français sont riches. Oh yeah, les Français sont très riches. Hein. Ils ont les châteaux de Versailles, ils ont les vignobles du Bordelais, ils ont les autoroutes, ils ont le TGV, les centrales nucléaires. Ils sont très riches. Ils sont très riches, les Français. Oui, ouais, on est vachement riches, ouais. On est riche de 3000 milliards de dettes, plus les encours, c'est 6000 milliards de dettes. Et chaque fois que j'entends ce terme, il y a un film qui me saute à la figure, un film des années 70 qui s'appelait 1000 milliards de dollars, je crois. Ou... comment il s'appelait? Je me souviens plus du nom de l'acteur. Faisait une tirade fameuse où il expliquait comment la dette se crée dans les pays modernes. Je crois que c'était ça, c'était 1000 milliards de dollars. Enfin, nous en arrivons donc à cette période de bascule où toute cette situation, toute cette gabegie qui est à peu près partout dans le monde occidental. Alors le monde occidental, donc les États-Unis, le Japon, c'est un petit peu spécial. Les Japonais ont été plus malins. Ils ont une grosse dette, mais c'est une dette qui leur appartient. Nous, depuis Pompidou, qui était un banquier. Ah bah ça alors, ça c'est ballot. Alors un banquier de chez Rothschild en plus, hein, qui était un banquier de chez Rothschild, avait ouvert ça, si je dis pas de bêtises, hein, il avait commencé à ouvrir la possibilité de vendre de la dette à des acteurs extérieurs au système français. Jusque-là, c'était que la Banque de France qui pouvait créer la monnaie et la gérer. Et ensuite, c'est Pompidou qui a cassé le système ancestral et qui a ouvert la dette aux acteurs privés, puisque bien évidemment, ces comparses de chez Rothschild lui avaient bien appris la leçon. Et bon, même si c'était insignifiant au début, petit à petit, c'est devenu la règle. C'est devenu la règle, et puis aujourd'hui, la Banque de France, c'est plus rien du tout. Pas grand-chose. Voilà, c'est un acteur de seconde zone, ou de troisième zone, après l'Europe. Donc les Japonais, eux, ils ont leur propre dette dans la poche. Et ouais, ils ont leur propre dette dans la poche. C'est-à-dire, ils se sont prêtés entre eux. Alors, ils risquent rien, les Japonais, hein. Même s'ils sont en démographie négative, quel est le risque? S'il y a moins d'acteurs de l'économie, avec une économie qui reste stable, eh ben les acteurs deviennent plus riches. Je crois. Quand tu as 1000 milliards de yens, je dis n'importe quoi, je sais pas combien vaut les yens, 1000 milliards de yens pour 75 millions de Japonais, bah, le calcul est simple, hein. 1000 milliards divisé par 75 millions, et puis si tu as 1000 milliards divisé par 65 millions de Japonais, et ben ça fait un petit peu plus pour chaque Japonais. Et cette dette du pays, eh ben, elle grossit le patrimoine des Japonais. Alors, je sens qu'il y a des experts là derrière qui sont en train de dire moi je fais de l'arithmétique, hein, c'est tout. Hein. Je vais pas chercher des midi à 14h, des trucs et des machins. Les Japonais sont propriétaires de leur dette. Et moins ils seront, plus la dette de chacun aura gonflé, donc plus l'État japonais devra de l'argent à chacun. Et comme ils doivent être rémunérés en pourcentage,
le pourcentage grossit de la dette de chacun, de l'investissement dans la dette de chacun. C'est pas mauvais comme idée, ça. Bon, à creuser. Je ne suis qu'un ex-petit commerçant. Et sans doute rester petit pour cette raison que, vraisemblablement, des strates de l'économie m'échappent. Mais il y a quand même des choses qui sont un peu lourdes. Arriver à faire autant de dettes, là, dans les derniers temps en France, sans rien dire, sans le voir, peut-être, en espérant qu'il ne l'ait pas vu. Mais apparemment, d'après ce qu'on voit sur les différentes commissions, ils l'ont vu. Bon. Enfin, tout ce petit monde est en train de s'effondrer. Tout ce petit monde est en train de s'effondrer, et pour en revenir à la guerre que notre cher président nous a annoncée, nous a promise, nous a décrite, et semblait vouloir y attendre, Churchill sort de ce corps. Churchill sort de ce corps. Eh bien, dans les temps qui vont venir, en 2025, il va nous falloir faire preuve de résilience, en espérant que nos économies ne seront pas ponctionnées, ne seront pas bloquées, ne seront pas verrouillées. Mais ça, c'est un détonateur majeur, ça c'est la bombe atomique finale. S'il commence à toucher au patrimoine privé des Français, là, on va atteindre un niveau de spoliation qui n'a jamais existé que dans les pays communistes. Bon, on y a glissé depuis un certain temps, dans le collectivisme. Enfin, le collectivisme des dettes, parce que la privatisation des bénéfices, elle est toujours d'actualité. Mais toujours est-il que la collectivisation des dettes, ça va être aussi la collectivisation des pénuries. Et on va y arriver, Ce qu'on a vécu pendant le confinement, parce que plus rien ne circulait, en fait, et que certains opportunistes ont vu venir et ont profité de cette situation pour spéculer. Là, certains se préparent déjà. Certains se préparent déjà. Et c'est pour ça que le cours de l'or est en train de monter. Il continue à monter. Et en ce moment, au niveau financier, il y a quelque chose qui se passe d'assez anormal. À savoir que la bourse continue à monter parce que les liquidités sont abondantes. Et en principe, dans ces cas-là, quand la bourse monte et que la confiance est là, l'or, lui, au mieux, il stagne, voire des fois, il baisse. Mais là, les deux montent. Pourquoi ? Devinez un petit peu pourquoi la relique barbare grimpe. Eh bien, c'est parce que il y a des craintes. Il y a des craintes sur le marché. Et il va vous falloir vous préparer. Alors, je serais bien en peine de vous dire quoi faire avec vos économies, si ce n'est sans empiéter sur des professions réglementées de les avoir sous la main de façon concrète en achetant des biens tangibles. Mais attention, n'achetez pas n'importe quoi non plus. N'achetez pas des biens périssables et achetez des biens, tant que faire se peut, liquides. C'est-à-dire des biens qu'à un moment donné, vous pourrez revendre. Alors, il ne faudra pas prévoir de les revendre très rapidement. Parce que tout le monde va être dans le même cas. Ou alors, il faudra les revendre à perte, peut-être. Donc, faites
attention. Mais, voilà. Si vous regardez un petit peu l'économie réelle, quand vous allez au supermarché, vous avez constaté qu'il y a de l'inflation. Bon, ça c'est l'économie de la consommation quotidienne qui profite du fait que la dynamique de l'inflation ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Il faut très peu de choses. Une fois qu'elle est lancée, c'est un petit peu comme quoi? Comment vous expliquer? Comme un obus au plutonium. Comme un obus au plutonium qui a de l'inertie. L'obus au plutonium, il est lourd à lancer, mais une fois qu'il est lancé, il a beaucoup d'inertie et c'est pour ça qu'il est dangereux, qu'il pénètre des matériaux très denses. Et l'inflation, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que l'inflation, on la voit venir, elle part doucement, elle se lance, et en avant, elle part, ça sort pas du jour au lendemain, et puis boum, en avant, elle prend son inertie, elle prend son envol, et même si elle n'a plus de charge dynamique derrière, et ben avec son poids, et ben elle continue sur sa lancée. Et cette lancée-là, elle est due à la volonté de ceux qui vendent de garder un prix haut pour que ceux qui achètent n'aient pas le choix. Et quand tous les acteurs d'un secteur ont cette ambition de garder l'inflation, regardez ce qui se passe avec le pétrole. Quand l'OPEP décide d'augmenter les prix, ils sont tous d'accord et tout le monde derrière doit payer. Et bien avec l'inflation sur les biens courants, c'est la même chose. La seule chose qui peut arriver, c'est que plus personne derrière n'ait de moyens pour acheter. Et donc à ce moment-là, petit à petit, le prix est obligé de baisser, de se grignoter, mais voilà. Nous sommes dans une société de consommation où nous sommes habitués à un confort. Et ce confort, nous allons le perdre, et il l'a dit Macron, la période d'abondance, elle est finie. Et beaucoup de gens n'ont pas compris que c'était ça. La période d'abondance finie, c'est l'inflation, et c'est cette volonté de la pérenniser pour vous faire sortir votre pognon de la banque, et pour vous empêcher d'en remettre. L'argent à la banque, s'il est placé, s'il n'est pas placé, s'il n'est pas pérenne, il ne sert pas à l'économie. Alors c'est vrai que dans l'absolu, l'argent qui ne sert pas à l'économie, à un moment donné, il se dévalue. Il se dévalue parce que il perd de sa vitesse de fonctionnement. L'argent, c'est un animal dynamique. C'est un animal qui doit tout le temps bouger pour vivre. Un peu comme alors je vais peut-être dire une bêtise, pardonnez-moi les amateurs de chevaux, un peu comme un cheval. Un cheval, ça peut pas rester couché très longtemps. Parce que je crois que ses intestins ne fonctionnent plus très bien, et à un moment donné, il peut plus se relever. Enfin bref, un cheval, ça doit toujours rester sur ses pattes. C'est pour ça qu'une jument qui vient d'avoir un poulain, elle le pousse avec son museau pour le mettre tout de suite sur ses pattes, pour que son organisme se mette en fonctionnement très vite. Eh bien, l'argent, c'est pareil. Le pognon, c'est pareil. Le pognon, c'est fait pour tourner. Et le pognon qui dort, ça ne sert pas l'économie, et d'ailleurs, ça ne vous sert pas à vous non plus. Sauf que c'est pas évident pour un particulier, et moi comme vous, de faire circuler cet argent et de le garder et de le thésauriser en même temps. D'avoir cette espèce de mouvement complexe, de bouillonnement de l'argent qui est utile à tout le monde, et qui est utile à vous. Quand vous achetez quelque chose, que vous larguez votre pognon, il va être utile au vendeur.
Et vous récupérez ce que vous avez acheté, et l'objet vous est utile. Mais l'argent, lui, va continuer, il va continuer à bouger, il passe d'acheteur en vendeur, d'acheteur en vendeur, d'acheteur en vendeur. Il bouillonne, il se perpétue, il gonfle. Et ça, c'est la dynamique qui est en train de s'arrêter. Un petit peu comme, d'ailleurs, pendant la crise grecque. La crise grecque, c'était une crise de la dynamique de l'argent. Eh bien, nous y arrivons, et les acteurs économiques le savent bien. Le savez-vous ? Le savez-vous ? Alors moi, je suis qu'un petit observateur, hein. Je suis un petit observateur, mais j'ai aussi été un petit commerçant. Donc j'ai appris à comprendre ce que c'était qu'une trésorerie, ce que c'était qu'un stock, à quoi servait un bon stock et à quoi était nuisible un mauvais stock. À quoi servait une trésorerie pour compenser un mauvais stock, le temps d'en retrouver un bon, pour que le bon stock qui tourne bien fasse grimper la trésorerie, et ainsi de suite. Et c'est la même chose au niveau de l'économie d'un pays et de l'économie d'un ménage. Les principes sont les mêmes. C'est une dynamique quasiment physique et biologique intemporelle. Le pognon, même si mon mon ami qui vendait des vêtements dans le Marais me disait Guy, l'argent, ça n'existe pas. Bon, il est parti en Israël. Il peut plus me donner de conseils. C'est peut-être moi qui vais aller le voir. Bon, bref. Voilà à quoi il faut vous préparer. Alors, comment gérer la phase qui arrive, là ? Ben, faites gaffe à votre pognon. Déjà, il faut que vous ayez un petit peu de pognon chez vous. De quoi tenir quelques semaines pour aller faire les courses, faire le plein. Le carburant de votre voiture, si c'est un diesel, stockez-en un petit peu, c'est pas bien méchant. Si c'est une voiture essence, c'est un petit peu plus embêtant parce que l'essence, ça s'évapore, ça se dégrade très vite, pas le gasoil. Bon, de quoi faire un ou deux pleins supplémentaires, ça suffit largement, c'est histoire de pouvoir bouger, de pouvoir aller à l'hôpital. Ce sont des mesures de survie instantanée. C'est quelque chose qui d'ailleurs devrait être toute l'année. Ah oui, s'il y a une chose dans laquelle vous pouvez investir, si vous avez une maison que je conseille de vous donner, d'ailleurs, si vous regardez dans mes vidéos, une de mes toutes premières vidéos de cette chaîne, je l'ai faite sur ce sujet. Achetez un groupe électrogène. Ah, ne vous marrez pas. Un groupe électrogène, c'est de l'électricité, et puis se passer d'électricité. Alors, je vous dis pas que tout va s'arrêter, mais toujours est-il que quand on a un groupe électrogène, on dort bien. Voilà. Alors, je vous dirai pas la marque de groupe électrogène qu'il faut acheter, parce que ils me payent pas pour ça. D'ailleurs, si Honda m'écoute, qu'ils sachent que j'ai toujours eu des groupes électrogènes Honda. Mais bon, comme ils me payent pas, je vous dis pas la marque. Et il vous faudra de quoi manger pendant quelque temps. Il vous faudra du papier hygiénique. Parce que franchement, les papiers journal, si encore vous en recevez, si encore vous regardez le journal, ça doit pas être terrible, hein. Bon, quand j'étais scout, ça m'est arrivé de l'utiliser. Et ouais, on peut pas se torcher avec Internet, hein. Bon, tout ça n'est pas très ragoûtant, mais c'est une réalité. Faites gaffe aux réalités. Elles vous rattrapent vite. Faites des stocks de pommes. Les pommes, ça se garde bien. Comme ça, vos enfants pourront croquer des pommes fraîches si vous les gardez à l'ombre, si vous les gardez au frais. Ça dure très longtemps, des pommes. J'ai toujours 5 kilos de pommes. Voilà, des petites choses comme ça qui vous éviteront... Parce que ça va arriver.
Ça va arriver. Là, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas le changement climatique, là, c'est pas le pipeau écologique qu'on vous susurre depuis 40 ans. Ah non, là, c'est un problème économique qui va vraiment arriver. On va être dans la mouise. Enfin, vous. Moi, j'ai pris quelques petites précautions. Voilà, alors, je les partage, hein. Je les partage. Alors, encore une fois, j'ai pas l'esprit survivaliste, hein. J'ai pas l'esprit survivaliste, j'ai pas de fusil, j'ai pas de choses comme ça, j'ai pas de 4x4, j'ai pas de 4x4 avec un pare-buffle, des grillages partout. Non, c'est plus romantique que ça, c'est de quoi vivre au quotidien, et regarder les autres sombrer dans la dépression. Et je vous avoue que cette histoire de dépression, j'ai compris exactement ce que cela recouvrait justement pendant le confinement. Mais je voudrais faire une autre vidéo là-dessus parce que j'ai compris ce que pouvait être le rapport entre la dépression d'un être humain et la dépression d'une société. Une société en dépression et un être humain en dépression ont des signes et des signaux communs qu'il me semble avoir identifiés pour avoir vécu les deux. Et on en reparlera dans une autre vidéo, parce qu'il faut que je fasse un texte très structuré à ce niveau-là pour bien me faire comprendre. Donc comme personne ne paye pour regarder ces vidéos, soyez assez aimable de vous abonner. C'est pas l'État qui paye non plus, ce sera peut-être un jour les annonceurs qui estimeront que ma chaîne est intéressante et a suffisamment de followers pour me subventionner de leur publicité lucrative, et je ne m'en priverai pas pour pouvoir arrondir ma future retraite si Dieu me prête vie. Allez. Ça fait bientôt 1 heure, le contrat est rempli, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Si j'en ai dit, dites-le moi dans les commentaires, je suis ouvert aux critiques. Je suis un grand garçon, je ne m'offusquerai pas, mais restez constructif. Allez, à bientôt, passez une bonne nuit. La voix de Louis vous salue. À bientôt pour une prochaine.